Avec la 4G Bouygues Télécom, retrouvez l'émission On refait le Mac. On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons nous intéresser au procès Apple contre Samsung. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Alors que le troisième procès opposant Apple à Samsung s'est ouvert au tribunal de San José en Californie et que la pomme réclame cette fois la coquette somme de 2 milliards de dollars à son rival coréen, l'affrontement tourne au grand déballage. Les deux adversaires rendent publics des documents internes de leurs opposants dont on se demande bien comment ils ont pu se les procurer. Bref, retour donc sur ces éléments fournis au dossier qui permettent de lever le voile sur le fonctionnement de chacune de ces deux entreprises, dont l'une est certainement la plus secrète au monde. On refait le Mac, épisode 164, dans les coulisses de la guerre Apple contre Samsung. En Belgique, retrouvez On refait le Mac exclusivement sur Belgium iPhone à l'adresse belgium-iphone.lesoir.be, le premier site d'actualité iPhone iPad en Belgique. Et désormais, retrouvez On refait le Mac au Québec exclusivement sur le site de Mac Québec à l'adresse macquebec.com, la communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine, Fanny Bouton du site fannysparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny, comment ça va? Écoute, très bien Olivier, tout va bien. Et toi? Oui, on est content de te retrouver, tout va bien. Autre chroniqueur habituel et historique de Refait le Mac, il s'agit de Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut. Ça va bien? Pas trop mal. Bon, tu as bien révisé, hein, tu sais tout sur les procès et les faux procès et les documents secrets qui sont sortis de ce procès qui a lieu en ce moment à San José. Y compris la marque de ton rasoir. Oui. Merci Rodrigo. Moi, je connais la marque de ton coiffeur. Autre chroniqueur que vous connaissez bien dans cette émission, que vous retrouvez quasiment chaque semaine, infidèle dans Refait le Mac. Il s'agit bien sûr de Cédric, un grand de la chaîne Info. Bonsoir Cédric, comment ça va? Écoute, ça va bien. Sinon, je tente une expérience ce soir. Je fais On refait le Mac sans Mac parce que c'est en travaux chez moi. Donc, je suis infoutu de savoir où est passé mon MacBook. Donc là, je fais ça. J'aurais pu le faire sur un iPad. Hein. C'est vraiment, j'ai pris le premier truc qui me passait sous la main. Donc ça, c'est une Nexus 7 de dernière génération. Ça marche pas mal en fait. Bon, alors si ça plante... Le tout en 4G. Si ça plante, on sait pourquoi, hein, c'est le Nexus 7. Hein, voilà. Et autre chroniqueur que vous connaissez maintenant dans cette émission, ici en plateau, dans le studio 26 de Victor Image, Paul Roni de MO5.com. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Notre anthropologue du Mac qui m'a aidé à préparer cette émission. Et croyez-moi, j'en ai eu bien besoin. Vous avez tous vos petites clés B-Box mini de Bouygues Télécom pour faire l'émission? Et pour les montrer à l'antenne. Bah merci. Voilà. Et même je prouve, elle est allumée, voilà. Moi aussi je prouve. Il faudrait penser à la charger de temps en temps, Cédric. Alors je prouve aussi que nous l'avons ici aussi, voilà, en 4G, et le studio également est équipé et en régie. On reçoit donc le Hangad qui est là, également en 4G. On n'utilise pas la ligne filaire, c'est vrai. Alors on l'a très bien résumé dans le sommaire. L'événement de la semaine, c'est la reprise du procès entre Apple et Samsung. Ça rigole déjà de l'autre côté. J'espère que vous avez bien révisé, je vais relever les copies. L'élément fort, Paul, cette semaine, c'est qu'il y a des documents assez confidentiels qui ont circulé, à commencer par quelques correspondances au sein même d'Apple, révélées par Samsung,
un courrier de Steve Jobs en prévision qui date de 2011. Du top 100. En prévision du top 100. Le top 100, en 2 mots, qu'est-ce que c'est, Paul ? Alors, le top 100, c'est une réunion, pas informelle, mais presque, entre les employés les plus importants, les employés clés d'Apple. Ce n'est pas forcément tous les vice-présidents. Il y a les employés de toutes les divisions et elle réunit donc les 100 employés les plus importants d'Apple pour faire le bilan de l'année et dessiner la roadmap des années à venir. Donc c'est l'occasion pour beaucoup de responsables d'Apple, et on a eu l'occasion de le traiter dans cette émission avec notamment Jean-René Cazeneuve ou encore Jean-Marie Hulot qui ont participé déjà à ces top 100, ou bien sûr Pascal Cagny, de découvrir, je dirais, les futurs produits parce qu'ils ont accès, pour certains, déjà un petit peu à la roadmap, tu l'as dit, des produits qui vont être dévoilés. Et là, en 2011, on a accès, Cédric, à la roadmap de Steve Jobs. Ce qui est marquant, c'est que si on l'a su à la lettre, comme vous pouvez la voir sur cette image, Apple a parfaitement respecté, depuis le décès de Steve Jobs en tout cas, cette roadmap jusqu'à aujourd'hui. Bah oui, parce qu'évidemment, tu vois, un email qui dresse une roadmap quand il est signé Steve Jobs, en gros, c'est l'étape de la loi. Hein. Tu peux pas passer au travers, tu peux pas dire ouais, on va peut-être faire ça, mais on va peut-être faire autre chose. Non, c'est pas possible. Donc oui, de fait, et alors forcément, en plus quand tu es journaliste, tu tombes là-dessus, tu vois, tu as l'impression d'avoir trouvé le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Les concurrents aussi, hein. Ouais, mais sinon que là, avec le décalage du temps, oui, au moment où il a été écrit, ce document aurait valu très cher. Aujourd'hui, on peut que constater qu'il a été respecté. Donc en fait, voilà, il a été rattrapé par la réalité, les faits et le calendrier. Alors, en résumé, Cédric, on voit qu'il a été respecté puisqu'on parle d'un successeur de l'iPhone 4, un iPhone 4 Plus, donc l'iPhone 4S. Un successeur de l'iPhone 5 était déjà dans les cartons. Un successeur de l'Apple TV, donc le petit boîtier, il est arrivé. Plein de petites choses, mais il manque quand même un élément fort qui a disparu de la roadmap d'Apple. Et Steve Jobs en parle, et l'écrit, il parle d'un successeur de l'iPhone 3GS et il le dénomme un iPhone low cost. Ce n'était donc pas une rumeur, Cédric. Non, enfin, ça l'était à l'époque. Souviens-toi, hein, on en parlait déjà. On disait, ouais, il se dit qu'il se trame un iPhone low cost, etc. Et là, de ce côté-là, on ne sait pas si vraiment Apple a respecté les volontés du commandeur. Ils ont fait l'iPhone 5C qui va finalement devenir, avec le temps, un iPhone low cost si son prix baisse pendant que ses specs ne bougent pas ou sont très lentement réévalués. Un peu à la manière de... Qu'est-ce qui a baissé chez Apple ? À la manière de rien, en fait. Non, je réfléchis. Le prix des iPhones, les iPhone 4 et 4S ont un petit peu baissé en prix. C'est ça, voilà. Oui, c'est vrai, absolument, c'est un bon exemple. Mais là encore, il y a ce document, il y a à lire ligne par ligne parce que c'est très résumé. Hein. Steve faisait pas de phrase, là, en l'occurrence. C'était, voilà, alors côté iPhone, il y a ça. Côté machin, il y a ça, etc., etc. En gros, c'était un peu comme s'il donnait le titre de chaque slide qui allait être fait, soit dans sa présentation, soit dans celle des autres. Et il y a des choses qu'il faut arriver à regarder ligne par ligne pour se gratter la tête en disant, mais que veut-il dire exactement ? Parce qu'il y a des choses qui tiennent un peu de la private joke entre lui et les 3 ou 4 destinataires. Ça vous inspire quoi, ce type de mail, Rodrigo Fanny ? Selon vous, concrètement, qu'est-ce que pourrait être le confidential ? On voit arriver, sachant que déjà, le contenu du mail est confidentiel, mais en plus, on rajoute une couche avec un intitulé qui s'appelle juste confidential. Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous ? Est-ce qu'on peut penser à une télévision ? Il parle de l'Apple TV, mais bon, là, on voit qu'elle n'est toujours pas arrivée. Moi, je mettrais une petite pièce sur Maps, vous savez, évidemment, le système de navigation d'Apple. De mémoire, dans la biographie de Walter Isaacson, il disait qu'il y avait une roadmap de 3 à 5 ans, non ? Exactement. Oui, c'est ça. Et donc voilà, tout le monde a spéculé en se disant, est-ce que le nouveau patron d'Apple pourrait se réinventer, avoir des produits, savoir ce qu'il fallait faire, Johnny Ive à la tête ou pas ? Et en fait, on se rend compte que Tim Cook a fait ce qu'on lui a dit de faire, c'est de suivre la roadmap, et c'est très bien. Moi, je trouve ça très très bien. Maintenant, le marché change et évolue, et c'est une roadmap qui a été écrite dans le marbre il y a maintenant 2 ans ou 3 ans. Il faut s'adapter à un moment donné aux concurrents, aux évolutions du marché. Ouais. Ce qui est intéressant, Rodrigo ou Paul ici en plateau, c'est de voir que finalement, dans ce mail, c'est vraiment cantonné par famille de produits, et Tim Cook, qui est l'actuel président et CEO d'Apple, n'intervient que pour la partie financière et la partie marché, dirons-nous, et n'intervient absolument pas sur les produits. Ça montrait qu'il n'était pas impliqué dans la conception des produits.
C'est quand même assez préoccupant quand même. C'est pas... Quand Tim Cook nous a été présenté, c'était celui qui avait fait toute la supply chain, la chaîne d'approvisionnement de la fabrication des produits d'Apple. Donc il était très impliqué dans le produit. D'accord, mais quand tu prépares ta succession, tu as peut-être tendance à l'associer. On sait malheureusement que Steve Jobs est décédé une année après, quoi, seulement. Après il ne faut pas non plus trop en lire dans quelque chose qui reste un meeting de seulement 100 personnes, un meeting qui se passe derrière des portes fermées. Tu vois, c'est pas un message envoyé au monde, c'est pas une fumée blanche. Donc voilà, ce qui est plus important, c'est quand on a commencé à l'instant T. C'est un instant T dans la vie d'Apple. Oui, et puis ce qui est plus important, c'est quand on a commencé à voir au même moment Tim Cook arriver sur scène, se mettre à ordonner certaines keynotes, etc. Enfin, là, ça faisait sens. C'est-à-dire que ça devenait tu sais, c'est comme dans certains groupes de musique où il y a un frontman. Alors, dans l'ordinaire, c'est le chanteur, mais parfois, c'est le guitariste. Et ça marche aussi. Alors, Paul, parfois, c'est même le batteur. Je pense à Sting. Oui. Exactement. Paul, une chose qui nous avait frappé en préparant cette émission, c'est qu'il y avait quand même une fonction qui nous aurait fait plaisir, nous, utilisateurs de Mac. C'est une nouvelle version de l'iDisk, le disque dur virtuel qui était intégré à MobileMe et qui a disparu. Apparemment, ça, dans la roadmap, Apple l'a oublié. Oui, ils ont oublié Time Machine in the Cloud, si je puis dire. Oui, c'est qu'aujourd'hui, Time Machine, Monsieur X nous en parlait il y a quelques numéros, souvenez-vous, dans Refait le Mac. Il souhaitait que les prochaines versions d'OS 10 aient une version de Time Machine dans le cloud. Apparemment, c'était prévu. Mais elle n'est pas arrivée et que la version de MobileMe a disparu entre-temps. C'est bien dommage. Alors, essayons de comprendre un petit peu pourquoi Cédric ou Paul, ici en plateau, Samsung s'est amusé à publier cette lettre confidentielle. Alors, avant d'essayer de comprendre comment Samsung a pu se procurer ce type de mail, qu'est-ce que ça révèle pour le jury de San José, Cédric, ce type de mail? Je crois que c'est un petit côté jouissif, je pense, mais surtout pour nous, oui. Il y a une. Merci Samsung. Pour nous, c'est merveilleux. Mais il y a, je pense, une raison sérieuse qui est de montrer en fait que la marge de l'innovation maintenant, c'est quand même que là, tu inventes des choses de ton côté, tu regardes ce que le reste du marché fait et tu t'en inspires dans tes versions suivantes, etc., etc. Et qu'Apple n'en est pas exempt. Témoin, et j'essaie de retrouver le fameux document en question, où Steve dit que voilà, il y a des fonctions d'Android qu'il faudra arriver à rattraper. C'est rigolo parce que c'est sympa de voir des mails de Steve où il dit exactement ce qu'on disait à l'époque. Par exemple, sur les notifications, parce que c'est vrai que d'abord, il a fallu attendre longtemps pour les notifications de digne de ce nom dans iOS, alors que c'est vrai que sur Android, elles étaient bien foutues, quoi. Donc il y avait les notifications, il y avait quoi d'autre? Tout ça sur fond d'un document où il dit de 2011, ça a été l'année de la Holy War, de la guerre totale, presque de la croisade contre Google. La guerre sainte, Cédric, c'est le terme qu'il emploie. Il dit rattrapons Android là où c'est nécessaire, notification, partage de connexion et speech recognition, donc reconnaissance vocale, et il dit dépassons-les là où nous le pouvons, et entre parenthèses il y a écrit Siri. Donc pour comprendre Cédric, en clair, là Samsung montre qu'Apple n'est pas forcément un constructeur qui systématiquement cultive l'innovation et regarde ce qui se fait ailleurs éventuellement pour développer des nouvelles fonctionnalités, à l'instar de ce qu'a pu faire Samsung pour développer ses propres téléphones par rapport à l'iPhone, c'est bien ça? Non, en fait, je pense que ce qui montre surtout, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu la marge des choses, c'est-à-dire que personne ne vit dans un univers et un vase clos, que Apple a beau dire on ne fait pas d'études consommateurs, nous savons exactement où nous voulons aller, la concurrence ne nous intéresse pas. C'est un discours assez corporate que tu entends ailleurs. En fait, bien sûr, ils regardent la concurrence de près, bien sûr qu'ils regardent ce qui se passe ailleurs de manière presque, tu vois, macrocosmique, et il serait étonnant et honnêtement incompréhensible qu'ils ne le fassent pas. Et des documents comme cela le démontrent de manière absolue. Je pense que c'est pour ça que Samsung a poussé ça dans le dossier. Paul, Steve Jobs avait une formule pour ça concernant l'innovation et concernant l'invention. On fait des produits. Et c'est pas le marketing. Voilà, tu as la phrase exacte pour ça. Il avait dit je tiens à ce qu'Apple reste une entreprise de produits et pas de marketing. Nous créons des produits puis nous les vendons. Et nous ne cherchons pas à vendre des produits que nous créerons ensuite. Voilà, donc il y a parfois un petit peu de storytelling dans les dires d'Apple. Un petit peu. et dans l'histoire de cette belle compagnie. Fanny, tu avais une question Twitter, je crois.
Ouais, on a une question du auditeur qui dit comment un produit exploitant un brevet déposé par un concurrent peut-il avoir l'autorisation finalement de sortir sur le marché, hein? Tant que le produit n'est pas retoqué, hein, je ne suis pas un juriste, hein, mais tant qu'un produit n'est pas retoqué par une marque tierce et qu'elle n'obtient pas un gain de cause du tribunal, ce produit ne peut pas être sorti du marché. Et c'est ce que demande Apple. Et il n'a pas obtenu gain de cause là-dessus. De toute façon, aujourd'hui, si vous sortez un smartphone sur le marché, à l'intérieur d'un smartphone, il y a l'équivalent de 250 000 brevets. Surtout du brevet logiciel, alors on peut revenir dessus parce que c'est un débat sans fin, mais même des brevets matériels. Il y a les choses qui sont les brevets des composants de tes fournisseurs. Bref, tu peux pas aller voir 250 000 personnes et leur dire vous me ferez une note, hein, vous me ferez un mot pour dire que j'ai le droit de faire mon téléphone. Non, ça marche pas comme ça. Pensez donc qu'il y a des boîtes aujourd'hui, des boîtes de logiciels qui sont en procès parce que quelqu'un leur ressort des brevets d'il y a 25 ans disant mon brevet, c'est l'idée que, par exemple, quand tu lances un logiciel, on pourra aller sur un serveur pour vérifier que tu as bien la licence. Ça, c'est le brevet. Donc, si tu veux, en gros, c'est ma nouvelle ligne de conduite d'ailleurs. C'est vaut mieux s'excuser après que de demander l'autorisation avant, parce que demander l'autorisation, ça équivaut parfois à t'interdire de faire les choses. Et puis, de manière générale, Cédric, quand on demande une autorisation à Apple, c'est toujours non. Voilà, on est bien passé pour le savoir à Refait le Mac. Rodrigo, une petite réaction par rapport à la guerre des brevets. Ils prennent cher ce soir. C'est malheureusement la vérité. Rodrigo. On en avait parlé il y a très longtemps sur la guerre des brevets, en se disant que c'était un jeu entre grands acteurs. Un procès, ça prend beaucoup d'années. Les montants qui terminent être assis à l'un ou l'autre représentent un pouillème de leur gain potentiel. En revanche, c'est des bâtons dans les roues pour entrer sur un nouveau marché. Donc commercialement, c'est embêtant. C'est des pots de banane, je vous avais dit à l'époque, comme dans Mario Kart, la guerre des brevets. Voilà, donc c'est un truc de grand garçon, c'est un truc d'avocat, ça se passe dans les coulisses. Ça empêche juste l'autre d'aller plus vite ou faire de sorties de route de temps en temps. Évidemment, quand tu es Apple contre Samsung, tu vois, quand le juge dit à Samsung ça va vous coûter 1 milliard, Samsung peut faire 1 milliard, ok. Et puis après, ils vont dîner, tu vois. Si tu es une start-up, ça peut de fait t'empêcher de sortir un produit ou limite, ça peut te mener à la banqueroute, quoi. Alors, autre document qui a été mis en lumière en marge de ce procès Apple contre Samsung, c'est un nouveau Samsung qui l'a produit. Regardez, ce document il est assez étonnant, ça ressemble véritablement à une présentation keynote ou PowerPoint officielle de la compagnie d'Apple, hein, avec la même charte graphique. Et dans ce document, il y a vraiment on tire la sonnette d'alarme au niveau d'Apple. Hein. C'est un document qui a été produit l'année dernière, en 2013, à nouveau devant le top 100, hein, qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, réunit les 100 responsables les plus importants d'Apple. Et là, Paul, dans ce document, en gros, les responsables d'Apple disent on est complètement à côté de la plaque en termes de politique produit. Ce qu'attend le marché, on ne l'a pas en stock, en gros. Oui. La phrase exacte, je l'ai perdue. Mais customers want what we don't have. Les consommateurs veulent ce que nous n'avons pas. Voilà, ce qui est quand même très étonnant de la part d'Apple de reconnaître, parce que ce serait presque reconnaître un échec, ce qui n'est pas franchement toujours facile pour Apple. C'est pas trop dans sa culture. C'est pas tellement dans la culture. Et en plus, à l'époque, si je puis dire, tout allait bien. Donc c'est assez étrange de voir ce genre de document. Alors regardez ces images. En chiffres, ça donne quoi? Il s'est vendu 228 millions de smartphones en plus entre l'année 2011 et l'année 2012. Et sur ces 228 millions, il y en a 159 qui sont des smartphones qui coûtent moins de $300 et 91 millions qui sont des smartphones qui font plus de 4 pouces en taille d'écran et qui sont vendus plus de $300. Donc ça exclut Cédric, Apple de ce jeu-là. Donc on voit effectivement ils auraient fait les mauvais choix. C'est toujours rassurant, je l'ai déjà dit ici, quand il y a des décisions, qu'elles viennent d'Apple ou d'ailleurs, que je ne comprends pas, je me dis deux choses l'une après l'autre. La première, c'est que je me dis, ces gens sont, beaucoup plus intelligents que toi, et deux, ils ont passé beaucoup plus de temps à réfléchir à ce problème précis. Et beaucoup plus riches aussi. Tu n'as pas les éléments pour comprendre leur processus de pensée. Mais on va quand même essayer un petit peu ce soir, si tu veux bien. Mais bien sûr. Et puis parfois, je m'aperçois que, non, c'était juste une erreur. Ouais. Et en l'occurrence, ce document qui date d'il y a 1 an, en gros, il montre, et là il n'y a pas d'erreur, c'est qu'ils sont conscients de choses dont on parlait déjà à l'époque. C'est-à-dire, tu vois, ça fait combien de temps qu'on dit non, mais il faudrait qu'il y ait plus grands écrans, ça fait combien, etc. Ou qu'on dit, mais attendez, regardez quand même tous ces nouveaux forfaits à 20 €, où il n'y a aucune subvention du
du mobile, du smartphone. Surtout avec l'émergence d'opérateurs. Un iPhone plein pot, sans subvention. Donc là, ils sont absents de ce marché, etc. Ça veut donc dire que ils en étaient très conscients, même si ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus aigus en dehors des États-Unis. Je rappelle, si tu vas en Corée, je crois que maintenant 30 ou 40% du marché, c'est des phablettes, t'imagines La Corée est un pays un peu particulier et très typé d'une marque coréenne, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, passons. Oui, mais enfin maintenant tout le monde en fait, hein. Même les Chinois en font, mais il y a des raisons culturelles à cela. Alors, quand Apple dit les consommateurs veulent ce que nous n'avons pas, c'est des téléphones à moins de $300 et surtout des téléphones avec des grands écrans. C'est bien ça, Cédric? C'est les deux. En fait, ils expliquent que le marché il est en train de croître d'un côté sur le haut de gamme avec des grands écrans et de l'autre côté vers l'entrée de gamme. Enfin, l'entrée de gamme, 250 €, c'est quand même relativement correct. Il y a moyen de faire des trucs, mais que voilà, les grosses croissances de marché, elles se situent sur ces segments-là et que entre les deux, il y a l'iPhone, certes, mais qui lui est plutôt sur un segment déclinant. Enfin, déclinant, il faut s'entendre, c'est-à-dire que la croissance de ce segment-là est en train de s'effondrer, comme on le voit sur une des slides, de manière absolument. Bon. Alors, effectivement, sur ce slide, on voit que la croissance de la part de marché n'est plus là, n'est plus au rendez-vous. On voit que la part de marché d'Apple s'est réduite d'année en année, ou en tout cas la croissance de cette part de marché va décrescendo. C'est en unit, c'est pas de la part de marché, c'est la croissance des ventes d'une année sur année après année. Alors, en gros, ils faisaient plus 107% en 2009 et ils font plus 8% au Q3 2013. Alors, ce qui est étonnant, Cédric, c'est qu'on s'est amusé avec Paul en préparant cette émission à reprendre les chiffres officiels d'Apple de vente d'iPhone. C'est simple, il suffit de se rendre sur le site d'Apple et regarder les résultats financiers. Hein. Les chiffres de vente sont là, comptabilisés trimestre par trimestre. Alors, en 2011, la pomme a écoulé 72,1 millions de téléphones. Et l'année suivante, elle en a écoulé près du double, 124,9 millions, c'est plus 72%, c'est-à-dire une croissance supérieure à ce qu'annonce dans le slide qui est affiché dans cette présentation, cette croissance qui n'est que de 46%. Donc on voit que dans les faits, la décroissance, elle n'est pas là, Cédric. Je ne comprends pas ces chiffres, ils sortent d'où ? Si tu veux, sur un document interne, ils n'ont aucune raison de se mentir. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne vont pas ni noircir le tableau. Oui, je comprends. Dans ce genre de choses, de présentation interne, on aurait plutôt, tendance à arrosir un peu le tableau en disant « Regardez, notre croissance est merveilleuse ». Mais ta croissance, elle est merveilleuse, mais si elle est sur un segment de marché qui n'est pas celui de la... Et d'ailleurs, on le voit après sur la slide, etc. Les années d'après, là, par contre, on voit bien que la croissance s'effondre. Mais ça reste une croissance. Ils ne sont pas en train de perdre des ventes. Mais c'est grave parce que le jour où on dira, tu vois, où il y aura un communiqué financier, où on verra, tout à coup, il s'est vendu moins d'iPhone sur ce quarter qu'au même quarter de l'année d'avant. Ouais, là, tout à coup, les gens arrêteront de dire mais pourquoi l'action n'est pas à $1000 ? On va voir très prochainement parce que les résultats d'Apple sont attendus dans quelques jours à quelques semaines. Rodrigo, pour conclure là-dessus, ça t'inspire quoi, cette guerre de chiffres ? Et au-delà, quelle est la finalité encore de ce document publié devant la justice aux États-Unis ? Écoute, si des pièces sont versées au dossier, c'est une lapalissade, celles que servent la cause de l'un ou de l'autre. Dans la guerre des brevets, il y a toujours une chose qui est importante, c'est de savoir qui a la primauté, comme on dit, l'antériorité de telle ou telle invention. Si on se retrouve avec des documents où Steve cite nommément une ou autre innovation faite chez le concurrent, ça permet de créer une monnaie d'échange contre d'autres choses que Samsung aurait probablement copiées. Donc ça alourdit ou ça minimise le dossier de chacun et ça les oblige à aller chercher un compromis en se disant l'attaque directe n'est plus possible. Il y a à boire et à manger des deux côtés. Donc là, en clair, ce que démontrerait le papier, c'est pas tellement les chiffres, c'est qu'encore une fois, Apple surveille les ventes de ses concurrents à la culotte, observe véritablement le marché. Et encore une fois, comme le disait en préambule tout à l'heure de cette émission Cédric, ils sont très attentifs à ce qui se fait sur le marché et ils se disent, on n'est pas du tout disponible, on n'est pas prêt on ne répond pas à l'attente du marché, donc il faut qu'on suive les tendances du marché. Et encore une fois, ce n'est pas forcément une recherche absolue d'innovation. C'est ça que montre encore une fois Samsung. C'est qu'on ne peut pas réfléchir en ignorant ce que demandent les consommateurs, même quand ils ne le demandent pas d'ailleurs dans le cas des phablettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Les consommateurs ne crient pas en disant nous voulons des écrans de 6 et 7 pouces. Non, mais il se trouve que finalement, quand les constructeurs les sortent, les gens en achètent. Mais Rodrigo a raison, ça a un petit côté monnaie d'échange, c'est-à-dire que
renversons la situation, imaginons qu'on ait une présentation interne de Samsung, il y a, je sais On pas, va y venir. 5 ans, 6 ans, qui dit regardez, voilà le segment qui va exploser, et sur ce segment-là, il n'y a vraiment que l'iPhone, donc il va falloir arriver à rattraper les fonctions de l'iPhone. Là, dans un procès celui-là, ce serait... Mais c'est arrivé en fait. Et ce document existe, avec transition, Cédric. Merci. Alors, cette fois-ci, on devait le garder pour la fin de l'émission, mais on va en parler tout de suite. Cette fois-ci, c'est un document qui a été dévoilé par Apple contre Samsung, qui parle des différents systèmes et de l'ergonomie des téléphones de Samsung. L'un des griefs d'Apple envers Samsung, c'est le système qui permet de déverrouiller l'iPhone, glisser pour déverrouiller propre au système d'Apple. Apple considère que Samsung a copié Apple sur ce point-là précis. Et pour le démontrer, donc, il y a ce document, regardez. Samsung a longuement travaillé, Paul, pour justement développer son propre système qui était très original d'ailleurs. Oui, le système du glisser pour déverrouiller de Samsung, si je puis dire, n'était pas du tout le même. C'était comme le coin d'une page quand on tourne la page dans iBooks et qui pouvait amener à plusieurs fonctions. Et il semblerait que ce système ait été un peu complexe. Et donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé, plutôt que de prendre le risque de prendre quelque chose qui soit un peu trop complexe pour le marché, on va prendre une solution qui a été éprouvée puisque Apple l'a choisi. En fait, c'est ça, on minimise les risques. En gros, sachant que l'écran de déverrouillage d'un Galaxy n'était pas non plus la copie conforme de celui d'un iPhone, il pouvait marcher, il était un peu plus évolué. Un peu plus évolué, voilà. Cédric, ta réaction par rapport à ce point-là, ce point précis fourni par Apple ? L'histoire, c'est qu'en fait, ce procès se centre, je crois, sur 5 brevets qui sont sur des choses diverses et variées, mais beaucoup de choses sur l'interface. Et voilà, moi, je ne connais pas de téléphone aujourd'hui sur lequel on ne fasse pas un slide to unlock. Alors, pas un slide to unlock comme on le fait sur iPhone, c'est-à-dire sur une réglette, mais juste passer son doigt sur une surface tactile pour débloquer un téléphone, c'est à peu près ce qu'on fait sur tous. Mais je pense que c'est dans des versions précédentes où là, le slide to unlock de Samsung, ressemblait comme un jumeau à celui d'Apple. Ouais. Mais de fait, ils ont décidé de ne pas prendre de risques et de partir avec quelque chose qui avait déjà été testé par d'autres. Mais concrètement, Rodrigo, est-ce que ça te choque, toi, de vouloir tout réglementer, tout breveter, y compris un simple geste, quand simplement de glisser le doigt de droite à gauche sur un écran ? Il y a une approche différente des brevets en France et des brevets en Europe. Et des brevets aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut breveter à peu près tout et n'importe quoi. Chez nous, on ne peut pas breveter des idées, on peut juste breveter un procédé. Donc, il suffit de modifier un tout petit peu le procédé et on contourne le brevet. Après, on est intégré en contrefaçon, en parasitage commercial, en plein d'autres choses. Mais concrètement, le brevet, ça sert à quoi ? C'est le copyright qui a été inventé à l'époque en Angleterre, me semble-t-il, pour se dire, je passe du temps à faire de la R&D. On sait que dans la R&D, on trouve pas beaucoup de choses très vite. Ce temps que je passe sur la R&D doit être rémunéré parce qu'il y a plein de choses qui vont pas marcher. Je sais pas les ratios, mais on va dire que 9 trucs sur 10 marchent pas et un truc sur 10 marche. Donc le 1 sur 10 va payer pour les 9 autres et les prochaines 9 autres qui vont pas marcher. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un copyright et c'est pour ça qu'en général ces brevets ont une durée de vie et qu'à un moment donné, ça retombe dans le domaine public parce qu'on ne brevette pas une idée. Fanny, Fanny, de ton côté, ça t'inspire quoi ? Moi, ça me rappelle tout au début des téléphones portables, c'était ne serait-ce que le menu Nokia pour les contacts, où tu tapais sur A et tu avais tous tes contacts en A qui arrivaient. Et je me souviens que Samsung, comme Nokia avait déposé ce brevet il fallait accéder à 3 menus différents pour aller au contact et avoir tous tes contacts en A. Et ça avait été breveté. Voilà, c'était une autre époque et déjà je trouvais ça ridicule à l'époque. Et d'ailleurs on a une question Twitter qui pose une question intelligente qui dit est-ce que tous ces brevets justement sur tout ce qui est applicatif et autres, c'est pas un frein à l'innovation et que le perdant finalement c'est pas le consommateur. Messieurs, votre réaction ? C'est pas faux. Il y a des choses qui sont parfaitement valides où quand tu les inventes, elles sont assez innovantes pour justifier le fait qu'elles t'appartiennent pendant très longtemps. Après, il y a des choses qui sont soit de l'ordre de l'évidence. En gros, si tu es le premier à trouver, la façon de faire tenir une fourchette sur une table, bon, c'est bien, mais est-ce qu'il faut pour autant que tu interdises à tous les autres de le faire la même chose ? Pas forcément. Et là, du coup, tu deviens
tu deviens une espèce de rente viagère et de frein à l'innovation. Et ça, c'est mal. Mais parfois, c'est difficile de distinguer les deux. C'est facile sur des choses simples, sur des procédés d'algorithmie, il y a plein de trucs sur lesquels. Et puis de toute façon, tu aboutis souvent aussi à des brevets qui sont absolument illisibles. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je ressortirais des brevets. Voilà. L'autre chose qui est toujours choquante intellectuellement, c'est qu'il suffit d'avoir l'idée. On comprend pas bien ce mot. Ça veut dire quoi le mot? Oui, c'est qu'il oublie de respirer des fois. Ah, ça. L'autre chose qui est choquante intellectuellement, c'est quand il suffit d'avoir l'idée pour la breveter. C'est bien, ça peut se justifier, mais s'il suffit pas d'avoir l'idée, il faut arriver à l'exécuter. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je vais breveter, je sais pas. Je serais le 3 millième à essayer de breveter une machine de mouvement perpétuel, par exemple. Il n'empêche, Cédric, ce qui est amusant quand même, pour revenir toujours au sujet de ces petits documents secrets qui circulent en marge de ce procès, c'est que dans le document original de l'échange entre Steve Jobs et le reste de ses équipes pour préparer le top 100, donc il a commencé cette émission, il dit quand même dans ce document qu'Apple, je traduis à la volée, est en danger en restant absolument sur les vieux concepts qui ont fait le succès d'Apple, et c'est le danger, c'est le danger de l'innovateur qui n'innove plus. Et quelque part, le brevet, c'est aussi ce danger-là. C'est le dilemme. Ouais, non, c'est le dilemme de l'innovateur. C'est le dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire, le dilemme de l'innovateur, c'est quand tu arrives à un moment où tout à coup ton invention a très bien marché, c'est dur de la faire évoluer de manière notable parce que tu sais que là, tout à coup, tu as une base installée. Enfin, tu vois, c'est les choses. Il faut la gérer, tu peux pas la brusquer, etc. Tu as plein de gens, etc. C'est genre, oui, à Apple aussi, et sur l'iPhone en particulier, mais c'était un petit peu moins vrai sur le Mac, je pense. Mais moi, je me souviens, à chaque fois qu'on disait chez Microsoft, alors donc, on va peut-être essayer de faire évoluer l'interface, les gens de Windows disaient, mais tu es fou, quoi, tu es en train de toucher au tableau de la voix. Vite, remettez-moi le menu démarrer. C'est ça, mais exactement. Rends-toi compte, il y a 800 millions de personnes qui l'utilisent. Tu vas leur pourrir la vie, ils vont nous haïr. Donc voilà, ce genre de complexe que tu n'as évidemment pas quand tu es une start-up. Paul, ça t'inspire quoi, donc, ce dilemme de l'innovateur? On a l'impression quand même Apple est un peu je pense qu'Apple est un peu tombé dedans quand même. Dans cette difficulté-là, non? Je pense que iOS, pas l'iPhone en général, je pense que iOS, qui est quand même ce qu'on voit le plus souvent, est un peu tombé dans le dilemme de l'innovateur. Et qu'il y a vraiment besoin de quelque chose, que ça passe par du hardware ou du software. Je pense que oui, Apple est un peu tombé dans cet écueil-là et que là, il faut trouver quelque chose. En fait, on a l'impression que Rodrigo, tant qu'Apple ne sortira pas une nouvelle famille de produits, il sera toujours suspecté de vivre de l'héritage de Steve Jobs et de rester simplement dans les grandes lignes qu'il a tracées avant de s'en aller. En même temps... Ouais. Moi, je crois que c'est les fanboys qui pensent comme ça. Développe, Rodrigo. Non, mais très sérieusement, on se pose toujours la question ici dans On fait le Mac. Steve Jobs, est-ce que c'est Tim Cook, est-ce que c'est Johnny Ive, est-ce que le consommateur final qui va dans les magasins Apple Store, lui, Steve Jobs, il l'a oublié depuis très très longtemps, il le connaît pas, il sait pas qui c'est, il sait pas quel est son héritage vraiment, et lui, ce qu'il achète, c'est surtout un téléphone qui a telle fonctionnalité, ou une tablette qui a telle fonctionnalité, ou un ordinateur qui a telle fonctionnalité. C'est tout. Donc, c'est pas Steve Jobs qui va s'occuper. Et pour toi, on ne parle pas de Steve Jobs, on parle du dilemme de l'innovation et du fait qu'Apple est resté peut-être figé sur des concepts et des principes d'innovation qui ont été établis par un autre qui n'est plus aux commandes de cette société. Est-ce qu'aujourd'hui, cette société te reflète cette image-là ou pas? Pas du tout. Répondez maintenant, Rodrigo. Non, mais je pense pas à ça. Attends, Scomorphisme, c'était lui, c'était pas lui. Les choses innovantes, c'était lui, c'était pas lui. Voilà un bon exemple. C'était Dieter Rams qui était aux commandes chez Apple ou c'était Johnny Ive, c'était Steve Jobs? Non, mais le design, on peut penser que la ligne est là, mais c'est vrai que le coup de balai qui a été donné sur iOS 7 était une bonne nouvelle l'année dernière parce qu'effectivement, on faisait table rase du passé. Dernier élément qu'on va débattre ce soir concernant les pièces qui ont été révélées lors de ce procès entre Apple et Samsung, c'est la colère froide de Phil Schiller, le responsable, le vice-président en charge du marketing mondial d'Apple, qui a envoyé, regardez, via ce petit mail, un mail assassin au responsable de l'agence de communication de publicité d'Apple. C'est une filiale de TBWA, son nom, je le cherche, c'est James Vincent de Media Arts Lab. Et pourquoi il est énervé? Parce qu'il a regardé ça, regardez, c'est la campagne de Samsung publiée lors du Super Bowl l'année dernière.
Hey, man, how's it going? What's going on? Good. What are you doing here? Samsung wants me to be in their new, their big commercial. Next big thing, yeah. They called me in for the next big thing. Maybe in 1998 you were the next big thing. But now I think you're kind of like, hey, it's that thing. Remember that thing? That thing's still around? I'll tell you something, I haven't seen you in a while, and you are kind of looking like the next big thing. Look, man, they gave me a phone. I got one too. Where'd you get that? They gave it to me because I'm the next big thing. You are not the next big thing. Alors, on en avait déjà parlé dans cette émission, messieurs, il y a quelques semaines, lorsqu'on avait parlé on avait remonté le temps et on avait repris les plus belles, les plus beaux spots de publicité d'Apple. C'est vrai que ça ronronne du côté d'Apple et on peut comprendre que par rapport à l'originalité et le ton décalé des campagnes de Samsung, Apple, ça ronronne. C'est vrai que ce qu'on a vu récemment, la campagne iPad, d'ailleurs qu'on voit encore, je crois, qui est très jolie, qui est très, mais c'est une espèce de pub aspirationnelle. On n'est pas, c'est très inclusif, mais c'est pas bandant quoi. Mais c'est très joli, vraiment. Alors quand on te dit toutes les images ont été tournées avec un iPad, etc. Ça c'est chouette. Là au moins il y a un truc qui tient de la feature et je pense que c'est peut-être en réaction à ce que Phil Schiller a dit à l'agence. Mais de manière générale, c'est vrai que c'est pas très poil à gratter, comme peut être la campagne de Samsung. Ah non, mais tu peux pas. Là aussi, c'est aussi ça le dilemme de l'innovateur, c'est que même dans ta communication, tu vas pas te mettre à avoir une communication de challenger quand tu te perçois ou quand tu es perçu comme le leader du marché. Donc pour challenger qui, si c'est toi qui a inventé le truc, surtout sur la tablette. Donc voilà. En revanche, Samsung est parfaitement dans son rôle à essayer justement de jouer un peu le poil à gratter, quitte à essayer des choses diverses et variées. Quand on regarde la variété de la communication de Samsung dans les années écoulées, il y a plein de trucs, ça va. Je regardais encore les maillots de Chelsea hier et je me demandais combien Samsung avait payé pour être. Mais en même temps, ils ont des maillots bleus, donc c'est pas mal. Jusqu'à toutes les campagnes de pub diverses et variées qui, de fait, étaient souvent très je gratte, quoi. Et puis, souvenez-vous, la conf à Broadway l'année dernière, qui était là aussi. Enfin bon. Donc il y a des choses qu'on peut trouver incohérentes. De manière générale, Cédric, chez Samsung, il y a une débauche de moyens marketing énorme. Et d'ailleurs, Phil Schiller, dans son mail, le pointe du doigt en disant que c'en est presque indécent, une telle débauche de moyens marketing. Il dit que c'est obscène et que justement, c'est là où c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on en parlait. Apple, c'est ce qu'on disait, Steve Jobs a toujours réduit l'équipe marketing d'Apple au plus réduit pour que justement elle ne déborde pas sur la création. Et c'est peut-être là qu'il y a eu un faux pas. Et d'ailleurs, on voit que maintenant, Apple met son budget marketing au niveau de celui de Samsung. Il a même dépassé celui de Samsung. Là, ces dernières semaines. Ouais. Et que le budget pub, il est quasiment équivalent cette année à celui de Samsung. On le voit, notamment si vous baladez dans les rues de Paris, il y a des affiches de l'iPhone et de l'iPhone 5C partout. Rodrigo, tu en penses quoi, justement, le fait qu'Apple a voulu rester une équipe assez soudée, assez concentrée, avec un esprit start-up, alors qu'il fallait peut-être s'ouvrir à d'autres cerveaux avec une vision peut-être un peu plus comment dire, un peu plus neuve. Là, effectivement, Samsung met le doigt sur là où ça fait mal chez Apple. Bonne question. Non, mais toute la pub qu'on voit sur Apple, ils ont le mérite de rester dans une personnalité qui est la leur, donc tout est normal et ils le font bien. Et ce serait, imagine si par exemple cette pub du Super Bowl était une pub Apple. La dernière fois qu'ils sont un peu sortis de leur zone de confort, c'était, je trouve, c'était Mac versus PC. Ouais, Get a Mac, c'est ça. C'était Get a Mac. Mais là, Apple était challenger, n'était pas leader, Cédric. C'est toute la différence. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, Apple est leader sur le marché, ce qui n'est pas le cas de Samsung, qui n'est pas aussi fort qu'en Europe. C'est aussi ce qui peut expliquer cette campagne un petit peu décalée. Ah, clairement, oui. Voilà. Mais attends, moi c'est pas breaking news, mais il y a une personne que je citerai pas, mais qui travaille chez un grand éditeur de logiciels qui maintenant a une marque de téléphone à son nom quasiment. Je ne vois pas. Qui me disait qu'ils attendaient quand même avec énormément d'impatience les derniers chiffres de vente de smartphones en France pour voir si Windows Phone en l'occurrence passait devant iOS. Ouais. En attendant, ils sortent des produits pour iPad. Je ne sais pas si tu as vu. Mais bon, passons. Rodrigo, alors
regarde, ça c'est spécialement pour toi, spécial dédicace. Regardez d'ailleurs, Samsung continue dans cette voie d'une communication décalée et qui fait tellement mal à Phil Schiller. Et on va revenir un petit peu sur le mail tout à l'heure. Regardez ces images, c'est la toute dernier spot de pub et il touche vraiment là où ça fait mal. Et un point spécialement pour Rodrigo qui l'attend dans le prochain iOS. Regardez. I swear the kid's a genius when it comes to deleting my stuff. I can't find that chart. Doesn't it have different logins for the kids? No. Your Samsung can do that? Yeah. Wow. Well, mine can do Pony Princess Hair Salon. I hear there's amazing hairstyles in that. The next big thing is here. Do more on the new Galaxy Pro tablet with multi-user mode. Le multicompte que tu attends dans iOS, il existe depuis longtemps sur Android et encore une fois, la position de Challenger, c'est beaucoup plus confortable lorsqu'on veut communiquer, c'est Rodrigo. Eh oui, c'est moche. Les gens chez Apple n'ont qu'à regarder On refait le Mac ou me prendre en consultant. C'est très cher. J'aurais évité cette déculottée en public. Laquelle ? Tout est relatif quand même. Ah oui, tout est relatif. Et accessoirement, si tu devenais consultant chez Apple, je pense pas que tu pourrais continuer à venir ici. Ouais. Je sais pas. Moi, il serait beaucoup plus riche. La finalité de tout ça, finalement, alors encore une fois, comment on peut expliquer, Paul, que Samsung ait choisi de communiquer et de publier ce document et cette colère de Phil Schiller, qui a d'ailleurs amené un peu plus tard dans l'année ce qui explique l'arrivée de la campagne Design in California, in Cupertino par Apple, qui n'est pas très très réussie non plus, on a déjà parlé dans cette émission. Alors, quelle est la motivation, encore une fois, de Samsung de montrer qu'Apple est comme ça, les yeux braqués et obsédé par sa marque ? Parce que je pense que Samsung, de l'autre côté, veut aussi faire du brand building. Enfin, on l'a vu dans les documents. C'est quand même leur obsession. Il y a quand même ce document où la priorité 1, c'est Beat Apple. Et je pense que ils font de la comparaison point par point, comme l'a fait Microsoft avec sa Surface aussi quand elle est sortie. Et en même temps, ils n'ont pas tort et ça marche plutôt pas mal. Après, est-ce que... Enfin, c'est peut-être pas une stratégie sur le long terme. C'est plutôt aussi une stratégie en termes d'image, oui. Dans la mesure où là, on voit bien que peut-être que Samsung utilise peut-être presque plus ce procès comme un caisse de résonance, une tribune, parce qu'il y a énormément de gens dont nous ce soir qui suivent ce procès, et pour dire, regardez, Apple a peur de nous. Effectivement. Non, il faut, je pense, voir ces documents dans la perspective de ce procès depuis le début, depuis le premier procès, où là, il y avait quand même une flopée de documents Samsung qui avaient été sortis par Apple, où on voyait justement, c'est ça, où les documents Samsung, c'était Beat Apple, enfin, c'était faire plein de choses et décider plein de choses et designer plein de choses en fonction du marché qu'Apple disait avoir créé. Donc voilà, je pense que pour Samsung, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, mais avec un procès de retard. Voilà, il y a quelques trucs dedans qui sont intéressants pour eux. En fait, c'est toutes les choses où ils disent, mais regardez, Apple aussi s'inspire d'Android, veut s'inspirer d'Android, jusqu'à la communication, jusqu'aux features. Ils regardent de très près les parts de marché, que ce soit l'entrée de gamme, que ce soit les phablettes. Donc arrêtez de nous dire, vous êtes un vilain parce que vous regardez Apple de très près. Non, c'est finalement normal. Rappelons que l'enjeu est que la somme que demande Apple est colossale, à près de 2 milliards de dollars. Enfin, pour Apple, c'est pas colossal vu le cash qu'ils ont, mais il y a quand même un enjeu important. Pour conclure, Fanny, est-ce qu'il y a une petite question Twitter de derrière les fagots ? On m'a envoyé une petite blague, mais attends, je vais essayer de montrer à l'écran une photo. Voilà. Ah, c'est excellent. Voilà. Alors, on comprend enfin d'où vient le pétale de Samsung. Si tu peux le remettre un instant, Fanny, l'image. Oui. Où on voit bien, et je fais mon linge gilopétré, où on voit bien que le pétale devient le logo de Samsung. C'est assez étonnant, effectivement. Et une manière de dire que même le logo a été copié. Non, quand même pas. N'allons pas jusque-là. La question que je me posais en conclusion de cette émission, et je vous donnerai une réponse assez rapide parce que nous sommes en retard ce soir, c'est in fine pourquoi, puisque Samsung est pointé du doigt pour avoir copié l'iPhone, pourquoi, plutôt que de poursuivre Samsung, Apple ne poursuit-il pas Google, à votre avis ? Et là, il y a, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses dont Apple se plaint qui sont du fait d'Android plutôt que de Samsung. Exactement. Même si Samsung a été un formidable évangélisateur d'Android, sans Samsung, Android ne serait pas où il est là aujourd'hui. Je pense que si LG était numéro 1 des smartphones Android, Apple aurait plutôt attaqué LG. Enfin, ça paraît logique. Tu remarques bien qu'ils n'attaquent pas HTC ou Sony.
Donc bien sûr. Il y a des relations un petit peu incestuelles entre Google et Apple. Oui, mais il y a peut-être aussi juste un truc, c'est qu'il y a pas mal d'aspects sur lesquels Apple crie un peu, c'est qu'ils font référence aussi à l'interface de Samsung. Samsung n'utilise pas Android sans surcouche. Ouais. Il y a quand même TouchWiz qui a cristallisé pas mal de débats, notamment au premier procès. Ouais. Et puis, encore une fois, ils avaient besoin peut-être de ralentir ce rouleau compresseur Samsung. Ils avaient peut-être peur, concrètement. Et comme c'était le bras armé de Google, il fallait s'attaquer au bras armé avant de s'attaquer à Google. Et c'est quand même plus facile, quand on est en tout cas aux États-Unis, s'attaquer, à mon avis, à Samsung, s'attaquer à Google, politiquement parlant et stratégiquement parlant, non ? Oui, je ne pense pas que ce soit lié au fait que Samsung soit une boîte coréenne et Google une boîte américaine. Je pense que... Quand même, Cédric. Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a... Cédric. Je sais que je suis du Sud, mais il y a quand même des pratiques qui se font aussi aux États-Unis. Oui, mais regarde, Apple a besoin de Samsung. Je veux dire, Samsung reste le fournisseur d'Apple sur des milliers de trucs, la mémoire. Il a besoin, mais il essaie au maximum de... C'est le premier fournisseur. C'est son premier fournisseur, mais il essaie au maximum de s'en séparer par tous les moyens, mais il ne peut pas. C'est un dilemme. Il y a deux dilemmes. Le dilemme de l'innovateur et le dilemme que son meilleur ami, c'est son meilleur ennemi, pour Apple, à savoir Samsung. C'est pas forcément ton meilleur ami, mais disons que tu collabores avec des gens qui sont aussi tes concurrents. Donc, de toute façon, ça va te mettre à un moment dans des situations de porte-à-faux un petit peu. Surtout sur le secret. C'est plus simple pour Apple de s'attaquer à Samsung, même s'ils sont clients, même s'ils sont partenaires parfois sur certains trucs, parce qu'en fait, ils sont clients chez Samsung d'une division qui est la division des composants. C'est pas Samsung électronique. Et alors que ce serait compliqué pour Apple de se fâcher à mort et de sortir l'option thermonucléaire qui serait d'attaquer Google directement. D'abord parce qu'il faudrait prouver que Google est directement responsable de ce qui se passe dans Android. Or, le fonctionnement de la gouvernance d'Android est un tout petit peu plus compliqué que ça. Oui, je pense que c'est une option qui se réserve, mais... Pourtant, Cédric... c'est politiquement plus compliqué. Steve Jobs, publiquement, avait déclaré enfin, publiquement, mais en tout cas, il n'avait pas contredit les propos. Hein. Paul, tu me retoques si j'ai dit une bêtise, qu'il voulait déclarer une guerre thermonucléaire contre Android, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, lorsque l'iPhone était en gestation, le président de Google siégeait au conseil d'administration d'Apple et avait accès à toute la roadmap d'Apple et donc au développement de l'iPhone. Et ça l'a... Et quand il a vu Android pour la première fois, il a déclaré « on veut la guerre thermonucléaire ». Et finalement, elle n'est pas vraiment arrivée. Il a voulu brûler Eric Schmidt. Ouais, mais enfin, ils ont continué à se parler quand même, et pendant tout un temps, Eric Schmidt était encore au bord d'Apple, mais se récusait juste de toutes les décisions qui avaient trait au business du mobile, à partir du moment où Android a été lancé. Vous avez vu cet échange entre Schmidt et... pour le débauchage des employés, c'est ça ? Le débauchement, pardon. Steve, pour le débauchage d'un employé, c'était quand même... Et parmi ces employés, il y a un certain Jean-Marie Hulot qui a participé à cette émission, l'un des papas de l'iPhone. Non, mais là, il faut raconter l'histoire. Google a voulu monter un labo de développement à Paris ou un labo de recherche. Mais quel storyteller, c'est Cédric ? Vas-y, raconte. Non, mais il faut la raconter l'histoire, parce que là, on se la raconte comme si on était au feu et que les gens avaient tous compris. On vous l'a fait rapide. Google a voulu monter à Paris un labo de développement. Ils ont voulu embaucher Jean-Marie Hulot, pas le débaucher, parce que... Il était parti d'Apple. Jean-Marie travaillait plus chez Apple depuis un certain temps déjà. Regardez l'émission avec Jean-Marie Hulot il y a 2 ans. Voilà, vous comprendrez. Il se trouve que Google, Apple et plein d'autres sociétés dans la Silicon Valley avaient un accord simili-secret pour éviter de se piquer leurs meilleures troupes, et en gros pour éviter de faire monter les salaires de tout le monde, en gros en évitant d'aller chasser les uns chez les autres. Et donc, ils ont quand même envoyé, malgré le fait que Hulot soit plus envoyé chez Apple, ils ont quand même envoyé un mail de courtoisie à Apple, de courtoisie, en disant voilà, qui est arrivé chez Steve, et quelqu'un lui a dit voilà, cher Steve, on s'apprête à faire une offre à Jean-Marie Hulot. Et Steve a dit non, je préférerais pas. Et Jean-Marie Hulot n'a pas été embauché par Apple. Par Google. Alors qu'il bossait pas chez... Après moult relances et plusieurs mois d'attente de sa réponse. Ouais. Et ça lui a permis de faire refait le Mac, c'est pas plus mal, Cédric. Tout ça est... Ah bah bien sûr. Oui, mais enfin ça, il ne nous l'a pas raconté, ça aurait été intéressant. Si, il l'a raconté. Tout ça sort dans un procès. Ouais. Tout ça sort dans un procès aujourd'hui, parce qu'évidemment, ceci est quand même parfaitement illégal. Voilà. C'est mal. Ah bon ? Bien, messieurs, ce sera le mot de la fin. Nous passons directement à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur tout de suite, on commence par Fanny. Alors, moi, j'en ai 3 ce soir, mais je vais faire vite, Olivier, t'inquiète pas. Mon premier, c'est Comixology. C'est une application qui a été lancée avec
plusieurs éditeurs, Delcourt, Soleil, Marvel, etc. Et ça permet de télécharger toutes ces bandes dessinées et surtout ces comics dans le iPad. Et j'avoue que forcément, moi qui aime bien tous les comics, et je retrouve même des anciens, je suis ravie. Il y a pas mal d'éditions qui sont gratuites cette semaine, donc n'hésitez pas à les tester. L'application est gratuite et après on paye. Formidable. Après, c'est payant par comics que tu achètes ou par bande dessinée. Bien. Mon deuxième coup de cœur, c'est Monument Valley, qui est un petit jeu du studio Us2, et ça coûte un peu moins de 5 €, 4,79 je crois, mais ça vaut vraiment le détour, c'est juste magnifique, poétique, et on a vu plein de screenshots cette semaine sur Facebook, je crois que tous ceux qui l'ont testé ont juste adoré. Et mon dernier coup de cœur qui m'a fait faire une nuit blanche complète quasiment, c'est le 1er avril, Google a eu la grande idée de faire une chasse aux Pokémon sur Google Maps. Ouais. Et j'ai été assez hystérique pour choper les 150 Pokémon et le 151e qui était collector et qui bougeait en random. Voilà. Donc je l'ai fait, je suis master Pokémon sur Google Maps, mais j'en suis très fière. Indispensable. Voilà. Bravo Fanny, bravo, félicitations, merci beaucoup. Rodrigo, quel est ton coup de cœur ce soir? Moi cette semaine, je vais vous parler du coup de cœur de la semaine, parce qu'il faut bien en faire un de coup de cœur de temps en temps, et court. Je vais vous parler de la parodie de l'iPhone 6 par Anthony Cavana, notre ami du Canada, qui nous sort un iPhone 6 qui permet de dire de faire de la conversation naturelle. C'est assez étonnant, avec de la commande vocale. C'est très bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Rodrigo? Tu as découvert Rire et Chanson, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez vu, mon débat avec Nicolas Bordas chez French Web. Très bien, Rodrigo. Merveilleux. C'est agréable parce qu'on te voit enfin autrement que de face, toi, de trois quarts. Si tu venais un peu en studio. Tout le monde dans la salle est en train de regarder son iPhone. Ouais, ça c'est terrifiant. Tu te dis, mais pourquoi ils sont venus? Mais c'était Twitter is dead. Attends, c'était normal qu'on tweete. J'avais fait un repas au restaurant chez des amis récemment. On se fait des iPhone déj et des iPhone dinner. C'est top. On s'éclate. Bien. Nous, on fait des piles d'iPhone sur le côté pour pas avoir nos portables pendant le déjeuner. Il faut désactiver les écrans, les téléphones. Bien, merci Rodrigo. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir? J'en ai deux chouettes inventions sur des principes qu'on connaît déjà. Il y en a un, c'est l'Oculus Drone. Tu prends un Oculus Rift d'un côté et un Air Drone de Parrot de l'autre et tu les allies. Et en clair, tu utilises Oculus Rift pour piloter ton drone. Tu tournes la tête, ça tourne, etc. Tout ça au travers de la caméra de l'Air Drone. C'est absolument génial. J'aimerais bien essayer. Je pense que ça doit faire vomir, comme tous les trucs que tu fais avec Oculus Rift. Parce que quand même, il faut savoir, Zuckerberg, pour 2 milliards, il a acheté un super sac à vomi. Et il faut savoir... ça se tweet, comme ça, avec la réalité. Quand tu veux piloter un drone comme ça au travers des lunettes, il faut avoir son brevet du LM en France. Sinon, ouais, ou alors tu le dis juste à personne et puis voilà. Tu filmes pas. L'autre chose qui là aussi c'est un principe qu'on connaît déjà mais poussé à son extrême logique. Ça s'appelle le Big Rep One. C'est quoi? C'est une super imprimante 3D. Alors ça va faire chaque semaine tu sors une imprimante 3D. Alors qu'est-ce que c'est cette semaine? La semaine dernière on pouvait manger, manger les résultats. Tout ça. Ouais. Là c'est mieux que la semaine dernière. Le problème de l'imprimante 3D, c'est la taille des objets que tu peux produire. Alors c'est vrai que ça s'est beaucoup arrangé. Et regardez la Big Rep One, on va faire des objets qui vont faire plus d'1 mètre de côté, 130 cm de côté, donc tout à coup tu peux produire des meubles. Ce que l'imprimante est en train de faire, c'est une table. C'est pas immédiatement apparent. Quand tu vois les images, tu te dis mais où va-t-il en venir? Et à la fin, quand on retourne, on s'aperçoit que c'est une très jolie petite crédence Louis XVI, mais enfin plutôt dans une résine orange. Donc c'est assez particulier. Merci Cédric. Et étends le linge en passant. Et oui, étends le linge en passant, parce que regarde, c'est juste près derrière toi. Paul, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est une application qui ne sert à rien, donc qui est indispensable. Mais... C'est une application qui ressemble à ça. Elle s'appelle Cathode. C'est un terminal qui permet de faire du SSH sur iOS. Mon Dieu. Quel nom barbare. Et alors, ce qu'il y a de génial, c'est que ça reproduit un écran cathodique avec tout ce que ça avait d'imparfait, et même le bruit du terminal de l'époque avec le ventilateur et les touches du clavier. Ça existe aussi sur Mac et c'est génial. Ouais. On voit le mec qui est pané quand il y avait des cathodiques. Ouais. Donc en clair, tu as les mêmes vibrations, tu as les mêmes défilements. Voilà.
ça fait aussi mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Voilà, il y a un un petit sifflement qui agace. Voilà, donc vous pouvez retrouver les émotions d'un bon vieil écran cathodique des premiers Apple II ou des premiers Mac. Bien sûr, de mon côté, c'est un produit pour Mac, c'est un dock. Regardez, ça s'appelle, le nom est en dessous, l'Elgato Thunderbolt Dock. Alors, devant, ça ne vous dit pas grand-chose, il y a juste une prise USB, une sortie audio et une entrée audio. Mais derrière, miracle, il y a 2 sorties dock. Pour les portables, c'est pratique. Vous branchez ce petit dock à votre MacBook Air, par exemple, et l'autre sortie va vers un disque dur ou vers un écran externe, donc avec un seul câble. Vous pouvez également brancher, regardez ici, 2 prises USB 3. Donc, si vous avez un MacBook un peu ancien, il passe à l'USB 3 et non plus l'USB 2. Il y a une autre prise USB 3 devant. Et enfin, vous avez de l'Ethernet et de l'HDMI. C'est plus besoin de brancher 50K à votre portable, vous en branchez un stable et vous rentrez à la maison. Ça vaut autour des 170 € de mémoire. Ça s'appelle l'Elgato Thunderbolt Dock de l'excellente boîte allemande Elgato et c'est disponible sur l'Apple Store. Voilà, nous sommes arrivés enfin au terme de ce 164e épisode d'Heure on fait le Mac. Vous retrouvez Fanny très prochainement pour une Fanny's Party. C'est au mois de juin, Fanny, c'est ça ? Et ce sera fin mai en fait, parce que finalement le 2 juin, je pars à San Francisco. Oui, tu sais qu'il y a quelque chose d'important le 2 juin, ça s'appelle la WWDC, la conférence des développeurs. Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine sur On refait le Mac sur Twitter. Et une prochaine conférence peut-être bientôt. Non, mais tu me retrouves à New York, à l'Apple Store, je pense lundi ou mardi, ou sinon à celui de Union Square à San Francisco, mercredi. Ah bah dis donc. Et moi à celui de Tokyo. Oui, bah ça va être tant mieux pour vous. Paul, on va peut-être aller à l'Apple Store de Rosny-sur-Bois ou de Paris 2. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Donc Paul, vous le retrouvez désormais chaque semaine dans On refait le Mac. Et quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.